comment on peut vous faire confiance. Je parle pas en termes de contenu politique, je parle en termes de présentation du budget. Parce qu'au fur et à mesure que se succèdent les révélations fracassantes sur l'épisode navrant du dérapage des finances publiques depuis 2023, à grands coups d'erreurs de prévision, d'informations tronquées, dissimulées, c'est impossible de vous faire confiance. On ne peut pas vous faire crédit en matière de transparence et de sincérité budgétaire. Et je le dis à regret, parce que ça serait mieux pour le débat démocratique. Bruno Le Maire, il a dit « la vérité apparaîtra plus tard ». En attendant la vérité, on est obligé d'être un peu circonspect. Deuxième question, est-ce que vous croyez vraiment que c'est un projet crédible pour réduire le déficit? Parce qu'on avait M. Moscovici hier, il qualifiait vos hypothèses de fragiles ou de non documentées. Et c'est une vraie question. M. de Courson a parlé de la question de la consommation ou même de la reprise d'investissement que vous prévoyez, alors même que vous coupez dans l'investissement des collectivités locales, c'est le premier investisseur du pays. Mais moi, j'ai une autre question. Vous dites 1,1 point de croissance. Mais ça, c'était le consensus des économistes en septembre, au FCE, Banque de France, OCDE, avant les mesures de freinage que vous préconisez. Je ne comprends pas comment on y arrive. Puis troisième question, est-ce que c'est vraiment un budget qui correspond aux besoins des Français? Là, franchement, je crois qu'on a la réponse. Et d'ailleurs, vous dites, par exemple, l'éducation nationale, c'est une augmentation. En fait, non. En valeur peut-être, mais en euros constants, c'est pas vrai. Je prends un autre exemple sur le travail, 2,3 milliards d'économies. D'ailleurs, au passage, vous sacrifiez des politiques que vous aviez vous-même mises en œuvre. Et par exemple, sur France Travail, 500 emplois en moins, alors qu'on prévoit une charge supplémentaire, notamment pour gérer le RSA, c'est impossible. Et puis enfin, dernière question, Monsieur le Président, on dit c'est surtout les riches et les entreprises qui sont mis à contribution. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, le Président Coquerel l'a dit excellemment. Quand on voit ce que vous faites sur l'électricité, les déremboursements des consultations, les dispositifs médicaux, les arrêts de travail, et puis l'ONDAM, on est très loin du compte. Merci. Sur la deuxième question, je ne m'étends pas énormément sur la croissance parce que je vous ai indiqué quelles étaient selon nous nos différences d'appréciation par rapport notamment au Conseil des finances publiques sur les moteurs qui nous permettent de penser que nous aurons une croissance de 1,1% en 2025 en considérant les effets potentiellement récessifs qui, je le rappelle, nous paraissent limités précisément puisque les contributions exceptionnelles pèsent sur les contribuables ou les entreprises qui le peuvent et que donc cela nous paraît avoir un effet récessif limité. Vous posez une question extrêmement légitime de savoir comment nous, pas personnellement évidemment, mais comment nous faire confiance de manière générale. Je crois comprendre que votre commission aura l'occasion de faire toute la lumière sur les précédents mois et les précédentes années. Et nous aurons l'occasion de voir si les allégations que vous portez, puisque je comprends que vous prétendez que des choses ont été dissimulées par les précédents gouvernements, non seulement ce n'est pas ma conviction, mais j'ai presque l'impression que ça se rapproche de la diffamation. Eh bien, je pense que votre commission et la représentation nationale pourra faire le travail bien mieux que quiconque. Est-ce qu'on a déjà récolté autant d'argent issu des impôts que durant ces dernières années? Et si oui, dites-nous quand, car là, je vois pour l'impôt le plus important du pays qui est la TVA, que l'État à lui seul en récolte 106 milliards d'euros cette année. À ça, il faut rajouter la TVA que vous transférez à la Sécu et aux collectivités pour compenser les cadeaux faits aux grands groupes et aux grandes fortunes. Donc déjà 60 milliards d'euros de TVA qui partent dans la Sécu sociale. Et pour la TVA vers les collectivités, j'attends votre retour avec impatience, c'était 30 milliards l'année dernière. C'est un curieux paradoxe. Nous sommes assis sur un tas d'or, celui des Français en l'occurrence, mais on serait menacé par un grave déficit. Alors contrairement à votre prédécesseur, vous commencez à comprendre que quand on jette par la fenêtre des centaines de milliards d'euros par an pour le donner au CAC 40, ça posait des gros problèmes à nos finances publiques. Donc vous comprenez plus vite, mais il faut quand même vous expliquer très longtemps, parce que dans votre budget, on est dans la droite ligne des précédents, austérité budgétaire, politique de l'offre, et bien sûr le détail qui revient toujours, c'est même devenu la spéciale sous Macron, vous n'atteignez jamais, pas même du bout des pieds, vos propres objectifs budgétaires. Et non seulement vous vous noyez budgétairement, mais en plus vous vous accrochez à la manche des collectivités locales qui, elles, contrairement à vous, quand même, rendent leur budget à l'équilibre pour les faire couler aussi. Vous leur annoncez un effort de 5 milliards d'euros. Moi, dans le budget, je vois 6,5 milliards d'euros de coupe pour les collectivités, avec toutes les conséquences d'ailleurs désastreuses pour elles et pour les habitants que tout cela engendre. Et puis, s'agissant de nos services publics, je ne veux pas être méchant, mais dans les têtes de ce gouvernement, il doit manquer 2 minutes de cuisson. Si vous pensez pouvoir nous faire croire que, je cite M. Barnier, l'école restera la priorité, fin de la citation, et de la blague, alors que vous supprimez littéralement 4000 postes d'enseignants dans le projet de loi de finances. Je veux néanmoins saluer, Monsieur le Ministre, votre effort comique quand vous posez avec une sincérité assez désarmante, je dois vous le dire, votre question, je cite, « Pourquoi un bon budget serait un budget en hausse ?»
Là, je ne sais plus quoi vous dire, monsieur le ministre. Juste, ça devient difficile de vous sous-estimer. Fort heureusement, vous n'avez aucune majorité dans cette Assemblée. Vous serez battu. Un autre projet de loi de finances est possible, une loi de finances qui partage, qui protège nos services publics et qui prépare la transition écologique. Nous nous battrons pour cela. PLF, 3 lettres pour désigner votre éphémère projet de loi de finances. Et vu tous les coups de couteau que vous vous plantez déjà dans le dos au sein de votre désormais tout petit groupe parlementaire, je ne donne pas 6 mois à votre affaire. À mon avis, le temps est compté pour vous. Député Guiraud, je vais essayer de vous répondre avec moins d'esprit polémique que vous n'en avez eu, parce que 3 000 milliards de dettes et 6% de déficit, ça n'appelle pas beaucoup de petites phrases, à mon sens. La première chose que vous avez dite, je pense, implique le contraire de ce que vous avez défendu ensuite. Oui, les recettes ont augmenté, les recettes fiscales ont augmenté dans notre pays, parce que nous avons soutenu l'activité. Figurez-vous même que les recettes de l'impôt sur les sociétés ont augmenté, alors que nous en avons baissé le taux. Précisément parce que lorsqu'on fait confiance aux entreprises sur le long terme, elles retrouvent la confiance et donc les recettes fiscales qui sont utiles pour nos services publics s'améliorent. Ce qui amène à votre deuxième point. Effectivement, les recettes sont records, mais que s'est-il passé ? Les dépenses ont augmenté plus vite. Et la dépense publique dans notre pays a augmenté plus vite que les recettes. Et la dépense publique de la France est aujourd'hui la plus importante de l'Union européenne. Donc vous avez factuellement rappelé pourquoi nous avons besoin de baisser la dépense publique et pourquoi il faut faire confiance aux entreprises pour investir et créer de l'emploi. Vous êtes venu ici un peu nous présenter une déclaration de guerre, parce que ce budget, c'est une déclaration de guerre sociale. Vous avez vidé les caisses de l'État pour remplir les poches des ultra-riches et vous avez désormais décidé de saigner en priorité celles et ceux qui n'ont rien. Alors, les retraités vont devoir faire un chèque cadeau à Noël aux grandes fortunes de ce pays, puisque vous décidez du gel de leur pension pendant 6 mois, alors même que 2 millions d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Vous augmentez les taxes sur l'électricité, alors que 12 millions de Français vont encore souffrir du froid cet hiver. Par contre, pendant ce temps-là, les ultra-riches dormiront bien au chaud, puisque rien n'est fait pour mettre à contribution les patrimoines, alors que 500 familles possèdent 1 228 milliards d'euros, soit 3 fois le budget de l'État. Alors, pourquoi ne pas toucher à l'héritage des ultra-riches? Pourquoi ne pas rétablir l'ISF? Pourquoi ne pas mettre en place un impôt Zuckman sur les patrimoines? Pourquoi, messieurs les ministres, faire crever de faim et de froid des millions de Français et protéger une infime petite minorité? Attention, monsieur le député, à rester sur les termes du débat factuel. J'ai dit que sur l'électricité, tous ceux qui sont en tarif réglementé verront leur facture d'électricité baisser. La facture d'électricité, on s'y engage, baissera. Donc ne disons pas l'inverse, c'est une facture d'électricité qui sera baissée, c'est un engagement du gouvernement et nous le ferons au 1er février. Sur les retraités, vous avez raison d'être attentif aux petites retraites. Et j'ai dit que le minimum vieillesse, lui, sera bien un minima social revalorisé dès le 1er janvier. Il faudra qu'on ait le débat en séance et je serai tout à fait ouvert là-dessus pour regarder à quel niveau de petite retraite le décalage de 6 mois peut impacter plus ou moins un certain nombre de pensionnés là-dessus. Le Premier ministre a été très clair et je reprends ses propos là-dessus. Ce n'est pas un budget, c'est un budget de redressement, c'est un budget d'effort et là-dessus nous l'assumons. Mais c'est un budget qui doit évidemment veiller à protéger les plus fragiles de nos concitoyens là-dessus. Et que ce soit sur l'électricité qui baisse, dont la facture baisse, ou sur les petites retraites, nous serons extrêmement vigilants là-dessus. Monsieur le ministre Armand a tout à l'heure pris pour exemple la Roumanie. Alors je veux lui dire que la France n'est pas la Roumanie, mais que même en Roumanie, il n'y a pas un décalage de 2 points de PIB entre les prévisions de déficit budgétaire et celles qui sont effectivement exécutées. Alors ce trou dans les finances publiques, vous n'en êtes pas directement responsable, vous personnellement, même si vous en êtes politiquement, car vous appartenez à la majorité qui a présenté le dernier budget et l'a voté. Alors la question qui se pose à nous est la répartition de l'effort pour résorber ce déficit très important. Un certain nombre des mesures que vous proposez, nous les partageons. La surtaxe sur l'impôt sur les sociétés pour les très grandes entreprises, c'est une proposition que nous avions faite. La mise à contribution des plus hauts revenus, nous y sommes également favorables. Mais le compte n'y est pas, de notre point de vue, dans la répartition de l'effort. 2 milliards pour les plus hauts revenus, de hausse d'impôt sur le revenu, et 3,5 milliards prélevés sur les retraités. Je rappelle que la pension moyenne en France est inférieure à 1 500 €. Et 3,5 milliards aussi prélevés sur l'ensemble des factures énergétiques des Français avec l'augmentation de la TICFE. Tout à l'heure, le ministre Armand nous a dit qu'il était prêt à écouter, et le gouvernement avec lui, toute proposition qui serait faite de remplacement d'un impôt supplémentaire par une économie supplémentaire. Je me permets de poser la question inverse. Est-il prêt à accepter
toute proposition d'impôt supplémentaire à la place d'une économie supplémentaire. Et je pense en particulier à une économie que nous ne pouvons accepter, celle sur l'éducation nationale. À un moment où des dizaines et des dizaines d'établissements aujourd'hui voient leurs professeurs non remplacés, des fermetures de classes également en milieu rural. On ne peut pas accepter que l'on sacrifie l'éducation nationale sur l'autel de la rigueur budgétaire. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que je pensais que nous devions faire toute la transparence et que nous devions, avec la représentation nationale, si elle le souhaite, pouvoir travailler ensemble à améliorer ce modèle et pouvoir en toute transparence, au fur et à mesure de l'année, faire ce suivi en recettes, comme d'ailleurs l'a dit Laurent Saint-Martin, en dépenses. Sur la question de la réciprocité et de savoir si on pouvait, à mon sens, remplacer des économies en dépenses par de la fiscalité, je vous avouerai que je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour la raison que je viens d'indiquer au député Guiraud, qui est que la dépense publique n'a cessé d'augmenter en France ces dernières années encore plus vite que les recettes, que le taux de prélèvement obligatoire de notre pays est l'un des plus importants au monde et que donc nous devions conserver une doctrine fiscale de stabilité et de baisse dès que le rétablissement des comptes publics sera là pour préserver l'emploi, la compétitivité et partant les salaires et les employés.